Bonjour, bienvenue à Pas sorti du bois et voici la troisième partie de la série sur les sentiers de la hard rock. La Hard Rock 100 est probablement la course la plus difficile d'ultra qui existe dans le monde. À la Hard Rock, tu fais partie de la chaîne alimentaire. I'm so excited that Hard Rock gets to happen this year. La série sur les sentiers de la hard rock est présentée par NAC, la référence en nutrition pour sport d'endurance. Aujourd'hui, je te parle du petit nouveau dans la gamme Ultra Énergie, les gels énergétiques. Après les bars, les gaufres, les mix pour boissons et les purées, NAC complète sa gamme avec deux saveurs de gel qui descendent bien, érable salé et choco café. Chaque sachet te donne 200 calories, 27 g de glucides, 2 g de protéines et 460 mg d'électrolytes. Puis pour ceux qui ont besoin d'un petit boost caféiné, le gel au chocolat contient 35 mg de caféine, question de ne pas t'endormir sur le bord du sentier. En plus, la faible charge glycémique des gels aide à prévenir les problèmes intestinaux. C'est ça qu'on veut quand on fait de la longue distance. Bref, le produit parfait pour te supporter dans tes gros efforts. Pour les essayer, ça se passe sur le nac.com et pour avoir 15% de rabais, utilise le code promo Pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde. You're now a hard rocker. Yes, you're now a hard rocker. Yeah. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette troisième partie de la série sur les sentiers de la hard rock. Vous l'entendez peut-être dans ma voix, il y a un petit chat dans la gorge. En fait, c'est l'altitude, je crois, ou le fait que je parle avec beaucoup trop de monde, j'ai croisé plein de gens que je connaissais. Donc, soit je parle trop, soit c'est l'altitude. Décidez la raison que vous voulez, moi j'en ai aucune idée. Écoutez, j'enregistre cette partie-là en solo, en début d'épisode, dans notre petit RV qu'on a loué, qui nous a amené un peu partout depuis Denver jusqu'à Silverton. Je suis en ce moment à Silverton, parqué dans une rue, parce qu'ici, on peut se stationner un peu n'importe où. Toutes les rues sont en gravier, c'est vraiment particulier. Je reviendrai là-dessus sur l'ambiance de Silverton, mais depuis qu'on est atterri à Denver, depuis qu'on a pris notre VR, qu'on est parti à l'aventure, on a vécu vraiment des belles choses. La route ici est complètement folle. Mon premier gros coup de cœur, ça a été, je pense, 1 heure après Denver, en direction de Silverton, mais de cette région aussi des San Joans, les montagnes, cette portion-là des Rocheuses où la course se déroule. On passe un col qui s'appelle Loveland Pass. Le tunnel dans lequel on passe est à 3400 mètres d'altitude. On monte pendant de longues minutes et on redescend après ça, je pense, pendant 7 miles. On est en descente. C'est vraiment spécial. Dès qu'on sort de Denver, on est déjà dans les montagnes rocheuses, puis c'est à couper le souffle. Partout où on passe, c'est vraiment impressionnant. C'est l'image qu'on se fait des montagnes rocheuses. On est au Colorado, il passe directement ici, les Rocheuses. Mais après ça, la végétation change, puis on se promène beaucoup entre 2000 et 3000 mètres d'altitude en voiture. Puis c'est vraiment impressionnant de voir la végétation changer. Des montagnes, après ça, sont rendues rouges. Un peu plus loin, sont plus basses, sont beiges. Ça ressemble beaucoup à l'Arizona, où j'ai eu la chance d'aller 2 fois. C'est très changeant dans cette portion-là des Rocheuses. Puis ensuite, on tombe dans une section beaucoup plus flat. Je pense qu'on est comme derrière les Rocheuses. Puis après ça, on revient. On se dirige vers le sud, vers les San Joans. Puis là, à un moment donné, juste en sortant de Montrose, qui est une petite ville où on a arrêté, nous se ravitailler avec la roulotte, on voit au loin le mur des San Joans qui sort de cette section-là qui est très rurale. C'est des grandes plaines. On est en altitude, il y a des hautes montagnes, mais à un moment donné, tu retrouves des montagnes rocheuses avec de la neige éternelle au sommet. Tu vois ça au loin, c'est un mur de l'est en l'ouest. Tout ce que tu vois, c'est un mur de montagne. C'est vraiment impressionnant. La première ville qu'on a eu la chance de visiter, en fait, c'est à Ouray. On commençait, nous, notre voyage à Ouray,
qui est un passage, la course passe là. C'est le point le plus bas de la course à 2300 mètres, hein, 2300 mètres, le point le plus bas, je rappelle. Donc, on avait un camping à Uray, puis en soirée, avec Michael O'Farrell et Francis Picard, les deux pacers de Richard Turgeon, on s'est rejoint au centre-ville de Uray, et on est allé à la première mondiale du film de Courtney Dauwalter sur sa saison 2023. En fait, le film, je dis de Courtney Dauwalter, c'est à propos de Courtney Dauwalter, mais c'est Alexis Berg et Julien Raison qui signent la réalisation de ce documentaire-là. Ça dure 15 minutes, puis c'est à propos vraiment de son enchaînement de l'été 2023. Donc, Western States avec un record du parcours. 3 semaines après, Hard Rock avec un record du parcours. Et ensuite, 6 semaines plus tard, une victoire aussi à l'UTMB. Bien sûr, elle devenait la première femme, la première personne, et la première humaine, je pense, à enchaîner ces 3 courses-là. Et bien sûr, à les gagner. Donc, c'est beau de voir dans ce film-là à quel point Courtney a l'air vraiment de s'en foutre de ses honneurs individuels-là. Je dis pas qu'elle s'en fout. Il y a clairement quelque chose dans le fait de compétitionner en elle. Mais on voit à quel point elle est humaine. On la sait humaine, mais le documentaire le montre vraiment bien à quel point elle est centrée sur la famille, sur son conjoint, sur ses amis, sur ses proches, sur la communauté trail. C'est ça son why, c'est ça la raison pour laquelle elle fait ça. Puis ensuite, les succès, je suppose que c'est un beau petit bonus, c'est une cerise sur le Sunday, mais ça semble pas être la finalité en soi. Ça semble pas être une compétitrice qui recherche les records du parcours, qui recherche à gagner, qui recherche à battre les autres coureuses. C'est vraiment pas ça dans sa démarche, donc c'est vraiment intéressant. Alexis Berg, c'est un nom qui vous dit peut-être quelque chose. Je l'avais reçu au podcast. C'est un photographe de trail, vidéaste de trail français qui est vraiment très, très, très talentueux. Donc, on était à ce festival de film-là qui est organisé par Brooks, qui était dans le cadre des activités en parallèle de la Hard Rock, mais c'est un festival de films de trail qui fait le tour des États-Unis. Puis je pense qu'il y a une date qui a été rajoutée dans le petit village de Uray, vraiment juste pour la Hard Rock, puis pour cette première mondiale du film sur Courtney. Uray, c'est vraiment spécial, c'est figé dans le temps, carrément, un peu comme Silverton. Il y a une rue qui est asphaltée, toutes les rues perpendiculaires sont en gravier, la rue principale a des buildings des années 1800, on se sent vraiment dans le Far West, puis en fait, avant d'avoir vu Silverton, je me disais, ok, Uray, village typique, on se sent dans le Far West. Et là, aujourd'hui, on arrive à Silverton, puis là, on est dans le vrai Far West. Uray a 900 habitants, Silverton, c'est la moitié de ça, c'est tout petit, mais c'est vraiment, vraiment spécial. Avant de se rendre à Silverton, entre Uray et Silverton, il y a 45 minutes de route. C'est une autoroute qui s'appelle la $1 Million Highway. Et c'est de loin la plus belle route que j'ai jamais vue. Et c'est aussi de loin la route la plus terrifiante sur laquelle j'ai eu à conduire. On a un gros VR quand même en largeur, puis c'est une route il y a 3 passages à des cols à plus de 3300 mètres. On monte, c'est en épingle, c'est des virages hyper serrés. Ça rencontre tout le long, donc une voie dans chaque barre, puis quand tu montes, à ta droite, c'est un précipice, puis c'est des centaines et des centaines de mètres de chute libre qui t'attendent si tu fais un faux pas. C'est vraiment spécial, j'ai l'air d'exagérer puis de romancer le truc, mais tapez $1 Million Highway sur Google, allez voir les images, puis encore là, je m'attendais à ce que ça soit un peu romancé. Tu sais, des fois, les Américains, faut leur donner, sont très bons dans le storytelling, puis dans raconter des histoires, puis un peu de hyper des choses un peu plus grosses que ce qu'elles sont vraiment. Dans ce cas-ci, quand on dit que c'est l'autoroute la plus magnifique et la plus dangereuse aux États-Unis, ils ont vraiment raison, c'est vraiment particulier. On va la refaire à 2 autres reprises parce que le jour de la course, on va retourner à Uray et ensuite on va revenir à Silverton, mais c'était un beau baptême. Par contre, c'est magnifique. Là, on est en plein cœur des San Juan parce que entre Uray et Silverton, c'est des grosses montagnes à 3-4 000 mètres, fait qu'il faut les traverser pour se rendre de l'autre côté. C'est vraiment, vraiment à couper le souffle. Ensuite, arriver à Silverton, là, c'est vraiment le dépaysement complet. Uray, on dirait qu'il y a un peu une genre de façon de se préparer à Silverton. Ça donne l'ambiance Far West, ça donne l'ambiance de petit village au cœur des montagnes. Mais Silverton, c'est magnifique. Ceux qui ont peut-être eu la chance de venir au Colorado ou d'aller dans les Alpes, les petits villages qui sont au creux d'une vallée entourés de montagnes immenses. Silverton, c'est exactement ça. C'est tout petit comme ville. C'est une rue principale et quelques rues perpendiculaires en gravier. Et c'est entouré de sommets à 4000 mètres. C'est à couper le souffle. Partout où tu regardes, tu te dis, OK, ça, c'est le plus beau point de vue. Tu tournes de 180 degrés, t'es comme, OK, non, mais non, c'est ça la plus belle chose. Ah ben non, cet angle-là est encore plus... Tu peux pas trouver de quel côté c'est le plus beau, mais c'est vraiment, vraiment impressionnant.
Mon aventure à Silverton a commencé au Coffee Bear avec un gars qui s'appelle Ludovic Pomeray, qui est un des plus grands trailers internationaux. Un gars que j'ai eu la chance de recevoir au podcast à l'épisode 70. Ça va être sa première fois comme concurrent sur la Hard Rock. Lui a remporté une pléiade de courses, dont l'UTMB, la Diagonale des Fous. L'année passée, il était le pacer d'Aurélien Dunant-Palace qui a remporté la Hard Rock. Et là, cette année, il revient, mais comme coureur. Donc, c'est un gars hyper sympathique avec qui j'ai eu la chance de jaser sur un rooftop. Je vais publier la vidéo sur YouTube, puis je vais essayer de trouver des façons de publier ça. La vue était à couper le souffle pour avoir une entrevue avec ce gars-là. Donc, beaucoup de fun avec Ludovic Pomeray. Vous allez entendre ça dans quelques instants. Ensuite, je suis retourné au VR avec la petite famille. On s'est promené. Et là, on est dans une des rues perpendiculaires en gravier. Et qui je vais pas passer au pas de course? Zach Miller, à l'épisode 1 de la série sur les sentiers de la Hard Rock, je vous avais dit, bon, Zach Miller, appendicite, est-ce qu'il va courir? Ça serait vraiment surprenant. Je sais pas, ça confirme pas s'il va courir, mais Zach Miller était là. Il est passé à toute vitesse, à un pace 4 minutes du kilomètre, donc avec une foulée très impressionnante. Je pense qu'il testait peut-être le corps avant de décider s'il allait prendre part à la Hard Rock. Mais très, très impressionnant. J'ai hâte de voir s'il va prendre le départ, mais à le voir courir dans la ville ici, ça augure bien. Après ça, Richard Turgeon est arrivé. Je pense qu'il revenait de Denver où il est allé porter un de ses amis avec qui il avait fait la route jusqu'ici. Donc arrivé tout frais de Denver, Richard qui semble en grande forme après, ça fait plus de 2 semaines, presque 3 semaines qui est au Colorado en altitude. Donc on a dîné avec Michael O'Farrell, Francis Picard, mes 2 potes avec qui j'ai assisté au festival de films Harry hier. Et là, on a dîné avec Richard. Puis ensuite, je me suis dirigé vers le high school, l'école secondaire de Silverton, qui est un peu le quartier général de la Hard Rock. J'ai ramassé ma passe média, j'ai eu la chance de voir la grosse roche. On a vu ce matin en marchant qui préparait le fil d'arrivée. Donc les espèces de drapeaux qui font une espèce de corridor qui mène jusqu'à la fameuse grosse roche à embrasser. Pour les coureurs qui terminent bien sûr et pas pour les passants, on va pas embrasser cette roche-là. Donc voilà, j'ai pu voir la roche, j'ai pu voir le gymnase et ensuite j'ai eu la chance de jaser avec un gars qui s'appelle Chris Twiggs qui est membre du CA de la Hard Rock mais qui est surtout un gars qui a terminé la Hard Rock à 16 reprises. C'est un Américain qui parle le français, donc c'est une entrevue principalement en français, mais bon, il y a un peu de franglish à travers, on se promène d'une langue à l'autre, mais je pense que vous saurez me pardonner ces écarts-là vers l'anglais. Je blague, mais Pas sorti du bois a toujours voulu être un podcast en français, mais là avec lui, on s'est promené d'une langue à l'autre, mais de rencontrer ce gars-là, l'expérience de ce gars-là sur ce parcours-là, il connaît la course comme bénévole, comme coureur, comme membre du CA, c'est un incontournable de la Hard Rock, puis j'ai eu beaucoup de fun à jaser avec Chris Twiggs. Et ensuite, en quittant le gymnase et en me rendant juste ici, dans mon VR pour enregistrer ce segment-là, j'ai eu la chance de croiser Carl Melzer, qui est un nom que j'ai déjà répété. Vous le savez, j'étais un geek de trail, moi, de rencontrer ce gars-là. Ça m'impressionne pas mal plus que si j'avais rencontré, je sais pas, Justin Trudeau, Taylor Swift. Carl Melzer, c'est une légende de la course. C'est un gars qui a terminé la Hard Rock à plusieurs reprises, mais qui l'a remporté 5 fois. C'est la personne dans le monde qui a le plus de victoires sur 100 000. Il est à 48, si je me trompe pas. Donc, j'ai eu la chance d'échanger un peu avec lui. Il était à la ligne d'arrivée près de la roche, puis il participe cette année à la course, mais il y a aussi le fondateur de Speedgoat qui, oui, est l'espadrille de Oka, mais qui est aussi une marque de gear de course. Puis Speedgoat est partenaire de la Hard Rock. Je pense qu'il prenait des photos de son logo Speedgoat à l'arrivée de la Hard Rock. Je pense que c'est un moment assez spécial pour lui après avoir été un coureur ici, après avoir été un crew, un pacer, d'y être aussi comme partenaire. Fait que bref, j'ai eu la chance de jaser avec lui, mais j'ai pas sorti le micro. J'ai une approche qui est quand même... je veux pas forcer les choses, je me promène ici, je tisse des liens, je rencontre plein de gens. J'ai eu la chance de jaser ce matin un peu avec Grégoire Curmer, qui est un gagnant de la Diagonale des Fous, qui va pacer ici. Puis je veux pas forcer les choses puis être le gars qui sort le micro à chaque 2 secondes puis d'aller à la rencontre des gens de cette façon-là. Oui, je suis un média, mais je suis aussi un fan du sport, puis j'ai juste le goût de tisser des liens avec ces gens-là, puis peut-être que si l'occasion se présente plus tard, après la course, on aura des entrevues, peut-être avec ces gens-là, mais en ce moment, je profite pleinement de la communauté Hard Rock, de la famille Hard Rock et de Silverton. Donc, c'est tout, c'est ce que j'avais à vous dire en solo. Donc, on se laisse à l'instant pour la discussion avec Ludovic Pomeray et ensuite avec Chris Twiggs. Bonne écoute tout le monde.
Ludovic Pommeret, bienvenue à Pas sorti du bois. Comment ça va? Ouais, ça va pas mal. On est au soleil, on est à Silverstone, on est bien. Ah ouais, c'est ça. On est sur un rooftop, 3e étage, avec des vues sur des montagnes de 4000 mètres autour. Ça fait plusieurs semaines, je pense, que tu es à Silverton, ou en tout cas dans les San Juans pour te préparer à la Hard Rock. Comment ça se passe à 2 jours de la course? Comment tu te sens? Ouais, c'est toujours pareil, un petit peu le stress, l'excitation de la course, l'impatience, et enfin c'est un mélange de tout ça, quoi. Ouais. Il y a quelques jours, tu as fait la Soft Rock avec Marianne Hogan, avec Camille Brouillard. Raconte-nous ce qu'est la Soft Rock pour les gens qui ne sauraient pas ce que c'est. La soft rock, c'est comme la rock, sauf qu'on l'a fait en 4 jours. Donc c'est pour ça qu'ils disent que c'est plus facile. Maintenant, j'ai fait une première fois avant Camille et Marianne avec le backpack, la tente et tout ça. Et je sais pas si c'est plus facile, mais en tout cas, c'était bien dur. C'est ça que j'allais dire, c'est que là, c'est le parcours de la Hard Rock, oui, en quelques jours, mais sans aucun support, sans aucun crew. Donc, est-ce que c'est vraiment plus facile que la Hard Rock? J'espère pas beaucoup plus facile parce que je sais pas, on verra. Réponse dans 2 jours, mais c'est un bon morceau, hein, parce que en l'ayant fait 2 fois, je me pose toujours la question si j'arriverai à le faire en 1 fois. On verra. L'année passée, tu as eu la chance d'être le pacer du gagnant de la course, Aurélien Dunant-Palaz. Est-ce que ça te donne, tu penses, un avantage, ou en tout cas de connaître un peu le parcours, de l'avoir vécu de l'intérieur avec celui qui a été le premier à embrasser la grosse roche? Un avantage, je pense pas. Ça m'a permis de donner quelques clés pour l'entraînement, en tout cas. Et c'est pour ça que je suis arrivé assez en avance. Voilà, parce que je pense qu'il faut. Enfin, surtout nous, on n'a pas tellement l'occasion de s'entraîner à ces altitudes-là. Donc, je pense qu'il faut venir un petit peu en avance quand même pour ça. Comment s'est passée ton acclimatation à l'altitude? Et la première soft rock, c'est vraiment dur. Parce que voilà, quand on avait fait le premier 4000 avec le sac à dos sur le dos, la tente, tout ça, je sais pas, j'en avais 3 à faire. Et je me suis dit, ça va être compliqué, quoi. Bon, ça c'est passé, mais bon, j'ai quand même mis, je crois, 11 heures pour terminer la première section. Ça fait longtemps que tu fais ce sport-là, ça fait longtemps que tu le fais vraiment très bien. Tu as complété, tu as remporté l'UTMB, la Diagonale des Fous, des courses qui se comparent quand on regarde les statistiques. Après avoir fait du pacing l'an dernier, après avoir fait 2 soft rock, comment on pourrait comparer la hard rock avec la Diagonale ou avec l'UTMB? Disons que je la mettrais un petit peu entre les deux. Okay. UTMB plus facile au niveau parcours. Ouais. Je dis pas du tout au niveau densité de coureurs, etc. Entre l'UTMB et la Diagonale. Pour moi, Diagonale quand même un cran au-dessus en termes de technicité. Ici, il y a des parties qui sont techniques, mais on a aussi beaucoup de pistes quand même. Il y a beaucoup de pistes. C'est l'histoire en fait de Silverton aussi. Hein. C'est les mines. Voilà, c'est aussi une partie du tourisme en fait à Silverton. Le 4x4, les buggy, c'est l'histoire américaine. Donc on doit avoir 30-40 km de pistes, ce qui fait que les timings sont pas. Si c'était que sur single, on aurait des timings qui seraient beaucoup plus élevés. Ouais. De t'être entraîné pour avoir fait la Western State les 2 dernières années, qui est une course qui est un peu différente de ce que tu es habitué de faire, très montagneux habituellement. Là, c'est une course plus roulante, plus rapide, malgré tout. De s'être préparé pour la Western State dans les dernières années, est-ce que tu penses que ça te donne des jambes de course pour pouvoir attaquer ces 30-40 kilos-là où tu dis à la Hard Rock où on court beaucoup plus? Cette année, j'ai focalisé plus justement sur la hard rock, donc plus sur le dénivelé. Voilà, j'espère avoir suffisamment en fait de vitesse et pouvoir quand même engager un petit peu sur ces pistes-là, parce que c'est vrai que si on les marche, là c'est un peu compliqué. Mais là cette année sur ce tour-là, donc différent, hein, ça change chaque année de sens. Les pistes sont globalement plus en descente, donc un petit peu plus facile, on va dire. Ouais, on dit que c'est plus rapide jusqu'à ce que François décide de mettre le record sur le sens anti-horaire. Là, c'est venu foutre en l'air toutes les statistiques qui nous disaient que le sens horaire était plus rapide. Alors ouais, ça reste que Kylian après, quand ils sont battus avec François, ils ont amélioré. Et donc le temps le plus rapide reste quand même sur ce sens-là, quoi, donc sur le sens horaire. Quand on se prépare pour une course comme ça, est-ce que dans ton cas tu regardes les temps de passage de ces athlètes-là que tu connais bien, avec qui tu as déjà compétitionné, qui peuvent être des comparatifs? Oui, j'ai regardé le temps de passage, mais pas tous. J'ai regardé le premier et puis j'ai dit non, ce sera pas possible. Non, mais oui, c'est vrai. Enfin, là, même en soft rock avec Camille, on était pratiquement à 3 heures alors qu'ils sont arrivés en 2h15. Ouais. Je me dis, je peux faire un peu mieux quand je vais être en course, mais je vais pas mettre 2h15, quoi. Donc j'ai regardé que le premier, puis j'ai été calmé. J'ai dit, on verra bien. On te vu à travers les années faire tes propres courses, je dirais, pas partir avec l'engouement de l'avant du pack. On pense à l'UTMB 2016 dont on avait parlé ensemble à ton premier passage au podcast où tu avais passé, je pense, 50e en début de course puis tu l'as finalement remporté.
quand on part une course comme ça, il va y avoir des gens qui vont pousser le pace assez rapidement. Toi, ta stratégie, est-ce que c'est de faire ta course ou tu te laisses parfois emporter un peu? Je pense que ça sera quand même différent d'un UTMB en fait. Il y a des très bons coureurs. Voilà, enfin, tu sais qui c'est qu'il y a sur la course, donc il y a des très bons coureurs. Maintenant, je sais que, en tout cas, un des très bons coureurs va partir vite, c'est sûr. Ouais. On n'aimera pas de nom, mais on n'aimera pas. Mais voilà, la densité est quand même beaucoup moins élevée. Il y a 135 participants sur la course. Donc là, il faudra voir. Je me pose des questions si au premier ravitaillement, je suis 20 ou 50. Donc, je pense que la gestion sera quand même un petit peu différente. Et l'idée, c'est quand même de rester pas très loin de la tête de course et sinon, en fait, il y a le risque, c'est pas forcément un risque, mais il faut aimer, c'est d'être vraiment seul sur la course. Ouais. Même si ça m'est arrivé l'année dernière au final sur UTMB, de faire la course, tout seul. Enfin, en tout cas, dans le rythme où j'étais tout seul. J'ai pas trop discuté avec d'autres coureurs. C'est quoi la stratégie côté pacer? On sait qu'ils peuvent embarquer à partir de Uri, donc faire 94 km, donc c'est 94 km accompagnés. C'est quoi la stratégie de ce côté-là? Plusieurs pacers? Donc j'ai 2 pacers, j'ai un collègue en fait avec qui je m'entraîne vers chez moi, donc qui est là aussi pour faire le pacing et aussi pour le voyage. Enfin, c'est quand même des amis que voilà, j'aime bien aussi partager ça avec des amis, l'avant-course et aussi on aura un petit peu d'après-course. Ah ouais, c'est ça. Donc voilà, j'ai un collègue Jérémy Fada qui devrait faire en fait la première partie, les 27 premiers kilomètres. Arthur Joyeux-Bouillon qui est un bon trailer aussi et qui va faire par contre une section plus lente parce qu'il s'entraîne pour l'UTMB qui devrait faire Animasfort jusqu'à Cunningham. Okay. Et Jérémy qui devrait reprendre la fin, quoi. C'est le plan, après on verra. Ouais, c'est ça, il y a le plan de match et après ça il y a ce qui se passe dans le sentier. Voilà, c'est ça, mais pour le coureur aussi, quoi. Je comprends tout à fait. Écoute, Ludo, avant de terminer, tu vas être le tout premier à participer au segment nutrition présenté par NAC. Tu es un athlète NAC depuis 1 an, tu le disais, donc ça devrait pas être compliqué pour toi de répondre à ces questions-là. Première question, tu vas voir, c'est facile. Sucré ou salé? Sucré. Calories liquides ou solides? Les deux. Nutrition planifiée ou au feeling? Planifié maintenant. Ouais. Maintenant? Maintenant, avant c'était pas le cas. Combien de grammes de glucides tu vises environ par heure? 70 et 80. OK. 70-80, c'est quand même une bonne tâche. Quel est le produit nutritionnel qui a changé ta vie? Drink Mix. Ouais. De NAC? Oui, de NAC. avant, je faisais qu'avec de l'eau et des gels avant d'être chez NAC. Ouais. Et donc, c'est un grand changement cette année. C'est pas dans le segment, mais c'est quoi ta saveur préférée? Watermelon. Ouais, quand même, un melon d'eau très bon. Quand l'estomac fait des siennes dans une course, tu fais quoi? J'espère que j'utilise des produits NAC, c'est pour pas avoir ça, quoi. Et voilà. Et dernière question, quelle est la chose que tu as le plus envie de manger après une course? Pizza. Désolé, c'est pas NAC par contre. Non, ça c'est correct. Je pense qu'il y a de la très bonne pizza ici. Ça aurait été bien servi à Silverton. Ludo, ça a été un grand plaisir de te retrouver ici après une discussion par Zoom il y a quelques années, là, de faire une entrevue en vrai avec des montagnes de 4000 mètres autour de nous. C'est un grand plaisir. Je sais que tu es très occupé. Tu es à 48 heures du départ de la course. Je te retiens pas plus longtemps. Un grand merci de ton temps. Puis on se reparle après la course. J'ai très hâte de te voir à l'arrivée embrasser cette grosse roche-là. L'occasion d'embrasser le rocher. J'ai aucun doute là-dessus. Merci beaucoup, Ludo. Merci à vous. L'équipementier suisse On est partenaire de la série et s'assure qu'on soit bien habillé puis bien chaussé pour profiter du Colorado. La protection et la préservation de l'environnement est au cœur des valeurs de On. La preuve, le Cloud Neo, une chaussure 100% recyclable disponible par abonnement qui ne t'appartient pas. Une fois usée, il suffit de la renvoyer à On qui vont la recycler puis qui vont t'en envoyer une nouvelle paire. Une initiative unique, exclusive à On. C'est-tu pas beau ça? Pour trouver les produits On, ça se passe chez ta boutique de course préférée ou sur le on.com. Le partenaire voyage de la série est l'équipe Simpson, le regroupement de courtiers hypothécaires de l'ultramarathonienne Stéphanie Simpson qui fait partie de la grande famille Multiprêt Hypothèque. En ultra, avoir une bonne équipe de soutien fait toute la différence. Quand vient le temps d'acheter une propriété, ton crew sur lequel tu peux compter, c'est l'équipe Simpson. C'est eux les experts en la matière et sont là pour te conseiller, toi, selon ta réalité, selon tes besoins, selon tes ambitions et surtout selon le pace auquel tu veux avancer. Pour contacter Stéphanie et son équipe d'experts, ça se passe au équipesimpson.com. Chris Twiggs, bienvenue à Pas sorti du bois. Merci.
bienvenue à Silverton. Oui, c'est ma première fois, puis là, on est vraiment dans le gymnase de l'école secondaire. Oui. Explique-nous qu'est-ce qui est spécial avec cet endroit-là. Je pense que c'est un peu comme le headquarter, le quartier général de la Hard Rock. Oui, c'est très intéressant. Ici, l'école. Et pour la semaine Hard Rock, nous sommes ici tout le temps. Il y a des marchands qui a des choses à vendre, et aussi il y a beaucoup de monde qui reconnaître chaque année, et c'est très amusant, très génial. On sent vraiment l'esprit de famille des Hard Rockers. On va pouvoir y revenir parce que c'est quelque chose qui est très fort et que vous connaissez très bien. En ce moment, on entend derrière, peut-être les gens entendent, ça fourmille, il y a beaucoup de sons. C'est le moment où les athlètes viennent chercher leur dossard, où les médias comme moi viennent chercher leur kit média et tout. Oui. Donc, il y a beaucoup de va-et-vient dans le gymnase. Chris, vous êtes un 16-time finisher, donc vous avez terminé la Hard Rock 16 fois. On en a parlé avant, mais en combien de tentatives? Oui, c'est 16 fois par 16 fois. Voilà, 16 en 16. Demain, après-demain, vous allez vous élancer sur votre 17e Hard Rock. C'est quoi l'élément qui vous fait revenir comme ça le plus souvent possible pour participer? C'est très, très beau ici, oui. Les montagnes incroyables. Ouais. Et aussi, c'est le comment dit-on, great grandmother, grande arrière-grand-mère. Oui, de ma femme. Elle est née à Camp Bird Road il y a 100 ans, et alors sa famille a une maison en Urée pendant toutes ces années. Et alors j'ai visité ici il y a 30 ans, et c'est très, très beau, et j'ai dit ok, chaque année je viens ici, et enfin j'ai entendu des mots pour de Hard Rock, et j'ai dit ok, tu peux l'essayer, et j'ai de la chance d'entrer 17 fois et finir 16 fois. Probablement 17 fois. On vous le souhaite. Étiez-vous déjà un coureur au moment où vous avez entendu parler de la Hard Rock? Connaissiez-vous les ultramarathons, les ultra trails? Pardon, sorry. Try again, sorry. Oh no problem at all. When you first heard about Hard Rock, like, did you knew about ultra marathons? Were you already a runner? Bien sûr, oui. Oui, et j'ai fait 100 marathons, et j'aimerais marcher dans les montagnes, et comme ça, et so, mais je n'ai pas déjà faire une 100. Okay. Et alors c'était nécessaire d'entrer pour qualifier pour Hard Rock, et c'est pourquoi j'ai fait un 100. C'est pour gagner le qualifier et pour Hard Rock. Alors j'ai fait 700 16 fois, mais tous les 100, maybe peut-être 21 fois. Wow. Fait qu'il y a beaucoup d'expérience. La plupart est Hard Rock, oui. OK. Là, les gens qui écoutent entendent votre accent. Vous êtes un Américain qui parle français. C'est quelque chose qui est quand même très rare. J'ai eu la chance d'accueillir au podcast Joe Grant par le passé, qui est un hard rocker, membre de la grande famille Hard Rock, qui est un franco-américain. Comment le français est arrivé dans votre vie? Pourquoi un Américain parle français? Mais c'est la langue plus beau. on est d'accord, on est d'accord. Oui. Non, à l'école, j'apprends et j'ai appris le français à l'école et aussi à l'université. J'ai visité Canada, Québec et aussi la France beaucoup de fois. Et c'est une langue que j'aime beaucoup. Ma français n'est pas très très bon. Non, mais j'allais dire que vous le parlez vraiment très bien, parce que pour une deuxième langue, c'est rare qu'on entend des Américains qui parlent le français. Vous le maîtrisez vraiment très bien. Oui, c'est vrai que les Américains aiment
anglais et n'aime pas apprendre des autres langues. Mais moi, j'aime le français, j'aime la langue et j'espère que c'est pas trop mal. Au contraire, moi je dis tout le temps, tu sais, quand des francophones tentent de parler anglais puis qu'ils sont pas à l'aise, je répète toujours avec mes collègues ou peu importe avec qui que les gens apprécient qu'on se force. Tu sais, quand un francophone tente de parler anglais, on le sait que l'Américain, le Britannique, la personne de l'autre côté est vraiment contente que la personne tente de parler son langage. Là, c'est la même chose en ce moment. Moi, je trouve que vous parlez très bien le français, puis c'est un grand honneur de pouvoir vous parler puis de faire l'entrevue en français. Donc, accueillir un 16-time finisher comme ça, c'est une chance unique pour moi, puis de rencontrer quelqu'un qui est aussi très impliqué parce que vous avez fait l'hard rock plusieurs fois. Vous êtes un hard rocker 16-time, mais vous êtes aussi membre du board of directors. Comment cette implication-là est arrivée? À quel moment vous avez rejoint le board? Le board me demandé de faire une application et c'est un honor. Ouais. Et alors j'ai fait l'application et écrit un mot de mes Motivation? Oui, mes intentions et en fait ensuite le board a voté et aussi l'autre membre du board nouveau avec moi, Stephanie Case, oui. elle habite en France. Oui. Alors peut-être Oui, elle est canadienne, vit en France. Stephanie Case, on l'a vu terminer Tort des Géants, puis la Hard Rock aussi. Donc elle a joint votre board aussi. Vous êtes entrés ensemble. Évidemment, le board était besoin des francophones. C'est bon. Est-ce que vous avez un rôle particulier dans le board? Est-ce que vous êtes impliqué sur certains mandats précis? Oui, j'ai fait des comment dit-on, lead the hikes, pour orientation. Oui, c'est ça. Ben, vous occupez de diriger les randonnées auto sur le parcours, c'est ça? Oui. Pour les nouveaux hard rockers, mais aussi pour les pacers ou crew, pour apprendre le corps et voir les montagnes et c'est ma chose, mon chemin. Ouais. Oui, c'est ça. Mais aussi, nous avons un Inclusivity Committee et Stephanie et Megan Hicks et moi sont sur le committee pour le board pour inclusion. Okay. It's a very specific subject, so we can switch in English for that and go back to French because I'm really interested about that inclusivity part. Yeah. What motivated the board to add that to the goals of the board, and why is inclusivity so important for hard rock? Because it's important that we not be a run of, frankly, of a bunch of white men. Yeah. Américains, Europeans, Canadiens, mais for the most part, white, right? Yeah. Alors, avec les qualifiers and other initiatives, trying to encourage participation from other parts of the world and other underrepresented communities. It's very important. It started with an initiative that Megan had on the board, and that Stephanie was an outside member of for to include and to encourage women to apply. And we have had a higher percentage of women apply, and therefore a higher percentage of women in the run. And we want to see more diversity and inclusivity, and that's important. It's something that's very important to me and to her, and I think it should be important in all avenues of life. Yeah, exactly, in all avenues of life. And right now, trail running is at a kind of a crossroad because right now the sports has been growing at a fast pace for the last couple of years.
in the US with Western States, the original 5 Grand Slam run, then Hard Rock. The sport's been here for a longer time, but right now we see that Asia, it's growing so fast. In Quebec, it's fast pacing. It's growing really, really fast. And it's good that these big races, because Hard Rock is an important races on the world stage, it's being followed, it's being imité. And it's good to influence in the right direction. So what specific things has been put in place in the last couple of years? I know that right now the percentage of appliance, male, female, is now the percentage of people drawn. Right. And we think that's a very good step. We also most recently, as a committee, put forth and the board approved the pregnancy and parental deferral. Yeah. So that if someone is pregnant, expecting a child, adopting a child, recently had a child, they can defer if they get in through the lottery. They can defer to the following year, and that is also extended to their partner. Okay. So we think that's really pretty cool. Yeah. And we're very proud of that. I think that's the first thing that as a committee we decided on and worked on and presented to the board, and we're really gratified to see that the board was in agreement and alignment with that. So we have other things that we're working on, but I think that's something that's super important. As you said, we are under a microscope. People are going to be watching from all over the world this weekend when Hard Rock takes place. And we want to imagine in 10 years, what is it that they're going to see? And I'm proud to be a part of that. Yeah, and it's important, I think, for events like Hard Rock, Western States, UTMB, even Marathon du Mont Blanc. Recently, we saw that for the environment, they are offering tickets like bibs to people that are traveling by train. So we see for environment, for inclusion, all the big races are doing their parts and trying stuff. And I guess it's good to try and sometimes fail, but try and change things. And it will, I mean, it's a ball rolling. It will influence maybe the smaller organization, or maybe smaller organizations are already doing great stuff that big races like here can emulate. So it's a community thing, like everything in trail. It is. The things that we value, and when we show that these are things we value, those races that want to be qualifiers, it may influence how they conduct their races. And likewise, we certainly see what's going on in the community and try to emulate the things that we think are best. So it's all one, hopefully it's all one big, happy, supportive family, and we want to see it grow and grow in a way that is positive and, most importantly, inclusive. Yeah. Parlant de communauté, parlant de famille, là, on parle à l'échelle internationale, mais la Hard Rock a vraiment un sentiment de communauté très, très fort, une culture propre à cette course-là qui, je pense, ressemble à rien. Je vis cette sentiment de communauté-là depuis quelques heures, quelques jours à peine, mais j'ai interviewé beaucoup de personnes qui ne parlent que de ça, au-delà de la beauté de la course, au-delà de la beauté des paysages, au-delà du côté compétitif. Les gens parlent de la communauté des hard rockers. C'est quoi pour vous être un hard rocker? C'est quoi cette communauté-là? Comment on la décrit? C'est la famille. Oui, et tous mes sœurs et mes comme Dale Garland, c'est comme un père. Ouais. C'est la famille. C'est une réunion chaque année. Et, je pense que spécialement avec les autres qui a fini ici, les choses qui se passent on the trail, c'est incroyable. Ouais. Et on peut dire en 2018 the thunderstorm, where were you? Et les choses comme ça. Et it's just a good bonding à cause de ça. Et c'est une opportunité, c'est une chance que te reconnaître avec ma famille, vraiment. Chaque année, il y a les gens qui reviennent. Il y a ceux qui, comme vous, participez comme coureurs cette année, mais je pense que d'année en année, les hard rockers, s'ils ne courent pas la course, vont venir pour crew, pour pace, oui, pour volunteer. Alors, last year, je n'avais pas un numéro. Alors, I was a volunteer à Animas Forks. Et
c'était incroyable, vraiment incroyable à voir mes amis. Maybe not strong at the moment, and I could help when I could. So oui, c'est très very fulfilling to do what I can as a volunteer if I don't have a number. Nous avons un podcast, The Hard Talk, et je dis, chaque épisode, je dis, Silverton is where hard rockers belong in the summer. And it's true whether you have a number or not. Say, this is where I belong. J'ai une question très importante. Okay. Pour être un vrai hard rocker, Yes. est-ce qu'il faut faire le sens horaire et anti-horaire, clockwise and counterclockwise? Because if you finish the race and you kiss the rock, you're a hard rocker. Exactement. But if you do it in both directions, is it a true hard rocker? Peut-être. Mais c'est très difficile maintenant. It's hard to get in. Jamil Corey, I'm sure you saw his video, True Hard Rocker. 5 fois, he kissed the rock, but only on his 5th did it go the opposite direction. Oui, c'est vrai que c'est très différent. Clockwise versus counterclockwise, c'est très différent. The climbs one direction are harder, mais je pense que c'est très it's very special à faire le corps les deux directions, mais like you said, you're a hard rocker when you kiss the rock, no matter what. Avez-vous un sens préféré, vous? Oui, c'est l'autre direction. Counterclockwise? Non. Okay. Non, c'est chaque année, c'est l'autre direction. C'est terrible. L'autre direction, c'est meilleur. Fait que là, cette année, on est clockwise. Fait que pendant la course, vous allez vraiment avoir hâte au counterclockwise des prochaines années. Exactement, c'est ça. Avec 16 finishes, vous avez clairement une expérience immense. S'il y a des gens qui écoutent parce qu'ils se préparent pour le hard rock cette année, dans les prochaines années, c'est quoi votre conseil principal pour un athlète qui se prépare pour faire la hard rock? Never quit. C'est ça, c'est tout. Je pense que tout le monde ici, très fort, right? They've all prepared physically. Alors, never quit. Si on est dans un aid station and the aid station's still open, partir, right? Leave. Don't stay. Ne reste pas. Ne reste jamais. I think that's what it is. The number one thing is just don't, if there's time on the clock, keep moving. Peut-être si, if you're injured, okay, and un médecin, quelqu'un dit, on peut pas, continuer, okay. But if there's time on the clock, you keep going. But 48 hours, it's enough time. Quelle est votre portion préférée du parcours? L'endroit où vous passez chaque année puis vous vous dites, this is my favorite spot on the course. Oh, good question. Probablement. Oh gosh, I should know, right? And this is a question I ask on my podcast. Is it like asking parents to choose their favorite child? It's a bit like that. In this direction, après Sherman Aid Station, c'est très très beau. Deep in the woods, cross the creek many times, deep in the woods. C'est incroyable, vraiment. And l'autre direction, it's après Telluride. La même chose. Deep in the woods, crossing a creek many times. C'est probablement ça. So this year, après Sherman. OK. Oui. Intéressant. On va le dire. Je vais aller le dire à nos amis, les Québécois, Éric McGee, Richard Turgeon. On va leur dire que c'est là que ça se passe. Avant qu'on se termine, j'ai 2 petits segments pour vous. Okay. Le premier, très simple, c'est le segment Gear présenté par On Running. Je vais te poser la question en français, mais tu peux répondre en anglais. OK. Selon toi, quelle est la technologie qui a changé ta vie dans les dernières années? Trail Gear Technology. Which one changed your life? Poles. Yeah. Poles. Oui, vraiment. Poles. Mes premières 5 fois hard rock, pas des poles. Mais maintenant, je les utilisais. C'est incroyable. Oui.
So, pause. Pause. Extra legs. Oui, puis on voit aussi dans les descentes. En montée, c'est très utile, mais en descente, quand les jambes sont cassées, j'ai pas eu la chance encore d'aller parcourir le parcours, mais des grandes descentes à l'UTMB, on aime beaucoup les pauses. Ah oui, bien, exactement. C'est même chose ici, oui. Dernière chose avant qu'on se quitte, c'est grâce à Richard Turgeon qu'on a cette entrevue-là parce que lui a participé au hike que tu diriges, puis il m'a dit faut absolument que tu parles à Chris, il a une expérience exceptionnelle, il parle français. Je suis un gros fan du podcast Hard Talks. Depuis que je sais que je viens à la Hard Rock, j'ai écouté chaque épisode, donc je te remercie pour ça. Merci. Il m'a aussi dit que tu étais un grand fan de bière. Ah oui, of course, bien sûr. Puis ça donne qu'il y a un partenaire de bière pour cette série-là qui est Noctem, qui est une local brewery à Québec, in Quebec City. Okay. Puis pour chaque invité ou certains invités, je vais choisir une bière que je vous offre en cadeau. Puis pour toi, je suis allé avec la classique. C'est leur meilleure IPA. C'est une Catnip. Oh! C'est de loin la meilleure IPA de Noctem. C'est leur bière signature. Je me suis dit, faut t'attirer au Québec, faut te faire venir faire des courses au Québec parce que t'es un 100-miler runner. On a des belles courses au Québec. T'as déjà été au Québec. Fait que là, je t'invite personnellement à venir courir au Québec, mais je t'invite aussi avec la bière. Je sais que tu as une grosse passion pour la bière. Donc, si tu goûtes à ça puis t'aimes ça, faut venir au Québec goûter les autres. Ah oui, j'ai tout à les visiter. Merci beaucoup. Donc voilà, j'étais avec Chris Twiggs, qui est un finisher 16 fois de la Hard Rock. C'est ce qui termine ce 3e épisode de la série sur les sentiers de la Hard Rock. Merci beaucoup, Chris. Ça a été un honneur de jaser avec toi. C'était très incroyable. Merci et j'espère que votre temps ici est super. Assurément. Merci, Chris. Merci. Sur les sentiers de la Hard Rock est présenté par NAC, le partenaire officiel de la série et la référence mondiale en nutrition pour sport d'endurance. Le partenaire équipementier de la série est le fabricant suisse On, alors que le partenaire voyage est l'équipe Simpson, un cabinet multiprêt hypothèque. Le partenaire brassicole est Noctem Artisan Brasseur. Je tiens aussi à remercier David Hébert pour le design graphique du podcast. Merci aux fidèles auditeurs qui sont présents semaine après semaine depuis bientôt 4 ans. Merci aussi à ma blonde Jenny, ma mère Nathalie et mon gars Elliot qui sont avec moi au Colorado pour cette série d'épisodes. Mon nom est Yannick Vézina et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.